wicked boxes. And I know who set them here. I will show my will to all of you to smile with the pride of pigs. And all the pigs will listen when it's too late. The pigs, you liars, will burn forever when it's too late. And all your boxes will be sent. Bonjour à tous, c'est Élise Huyssen, donc vous me voici dans le podcast L'Analyse, en compagnie de Nathan et Julien, dont j'ai pris en otage la présentation du podcast. À l'aide. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de Ari Aster. Aidez-nous. Tu n'as pas la parole, Nathan. Oui. Non mais parle pas, toi. Voilà, ce sera chaotique comme le film Eddington que je n'ai pas du tout aimé, c'est un spoiler. Eh voilà. bien, moi j'ai aimé. Et Moi aussi. bon, je ne partage pas non plus l'avis de DG. C'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est sympa quand même. Bon, en tout cas, merci. Qui a osé dire ? C'est quelqu'un de bizarre. Ok. Il porte des lunettes de soleil tout le temps. Voilà. Non, mais voilà. Donc, on va vous parler effectivement du dernier film en date de Ari Aster, qui est sorti donc le 16 juillet. Hein. Nous enregistrons aujourd'hui le 2 août, donc il est toujours disponible dans quelques salles. Mais oubliez, hein, de toute façon, vous ne pourrez pas le voir lorsque l'émission sortira. Peut-être éventuellement en VOD. Donc, pour faire rapide, donc c'est toujours écrit et réalisé par Ari Aster. La musique, c'est toujours Bobby Klick avec son nom bizarre là, et un nouveau qui s'appelle Daniel Pemberton. Je pense que c'est quand même important de noter les décors de Elliot Hostetter, puisque voilà, il y a eu un certain soin autour des décors. On en parlera un petit peu après sur leur signification. Et également, on a la présence d'un nouveau chef-op. Alors, ce n'est plus Pavel, je ne sais plus quoi, parce que je ne l'ai pas devant les yeux, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais on a quand même la présence assez prestigieuse de Darius Khondji, donc qui est un chef-op français d'ailleurs, en partie, très connu notamment pour son travail chez David Fincher, entre autres. Hein, donc qui... Ouais, c'est bon. Et pareil, qui apportera un univers particulier à Eddington, à la ville de Eddington pour être plus précis. Hein. Donc c'est un film toujours produit, distribué par A24, qui a bénéficié d'un budget très confortable de 25 millions, encore que ça dépend de quoi on parle, et qui d'ailleurs est classé dans un genre qui est pas très commun, qui est le genre du néo-western, mais aussi de l'horreur psychologique. Et donc le film, il est bien long, hein, comme d'habitude, il dure 2h28. Je pense par contre qu'on sera tous d'accord pour dire que le casting est quand même sacrément cossu. On retrouve, comme pour Boys Afraid, Joaquin Phoenix, qui joue le rôle principal avec le shérif Joe Cross. Donc je me suis amusé cette fois à ne pas choisir les mêmes films pour le mettre en avant, même si tout le monde le connaît. Notamment, il a joué dans Boys Afraid, je ne sais pas si vous connaissez, ou alors dans Walk the Line et Her de Spike Jonze. On retrouve aussi l'acteur qu'on voit absolument partout en ce moment. 3 films au mois de juillet. Ouais, il est chaud. Hein. Ouais. Et justement, pour le mettre en avant, Pedro Pascal, je n'ai choisi aucun film, mais des séries, parce qu'en fait, le mec, il est tellement partout qu'on peut citer plein de séries notables. Tout le monde verra de quoi il s'agit. Donc, il a joué notamment dans Game of Thrones, hein, le fameux Oberyn Martell, dans The Last of Us, hein, voilà, et The Mandalorian. Le mec, c'est toujours les gros rôles. Et comme je le disais dans la partie précédente, il a volé Emma Stone à Yorgos Lanthimos, qui joue Louise Cross, donc qui est la femme de Joe, et qu'on connaît principalement, donc comme je le disais, pour les films avec Yorgos Lanthimos, entre autres, comme Pauvre créature ou La Favorite, mais aussi dans Birdman de Inarritu, qui est vraiment super sympa, ou La La Land, évidemment, de Damien Chazelle. Et ça s'arrête pas ici, parce que on a aussi Austin Butler qui joue le fameux gourou de secte Vernon Jefferson Peake. Et je salue évidemment mon poteau Flavien Steinman, qui a notamment écrit ce magnifique bouquin sur Lost. Oui, c'est bien la même personne. Et qui, depuis qu'il a recréé un compte Discord sur Padawam, s'appelle Vernon Jefferson Peake, pardon, je m'égare. Et du coup, je lui ai dit, mais Flavien, pourquoi tu t'appelles Vernon Jefferson Peake ? Il m'a pas répondu, je lui ai dit,
Ah ok, j'ai vu Eddington, j'ai compris pourquoi. Et enfin, on a aussi d'autres personnages importants comme Luke Grimes, non c'est l'inverse, comme Luke Grimes, Michael Ward, Deirdre O'Connell ou Clinton Collins Jr. qui joue le personnage culte de Lodge. Ça, il faudra en parler. Le fameux SDF de toutes les films. Ouais, il aime bien. Bon, lui, il est pas, c'est pas un psychopathe. Enfin, presque. Non, c'est juste un SDF qui pète des câbles. Ouais, voilà. Et donc voilà. Alors avant de pitcher le film, je pense que c'est important de préciser que selon Ari Aster, ce film c'est vraiment un signal d'alerte autour d'une situation extrême, d'où peut mener en fait l'ancien monde. En tout cas, lui il considère que la période du Covid, c'est un peu ça représente un peu l'ancien monde et un peu le paroxysme de cette situation où des tensions pourraient se créer entre différentes communautés et notamment lui considère que même s'il met en scène pas mal de ces communautés, son empathie elle se dirige vraiment sur la plupart de ces personnages et qu'ensuite c'est au spectateur justement de choisir et d'apporter, on va dire, ses propres interprétations et ses propres sympathies par rapport aux personnages. Il faut savoir que Ari Aster, c'est vraiment un mec un peu indécis. Parce que on disait tout à l'heure, enfin, en tout cas dans les précédentes émissions, qu'à la base, son premier film, ça devait être Boys Afraid. Bon, bah en fait, non. Son premier film, ça devait parler de cette thématique de la division dans un genre du western avec Eddington. Mais au final, c'est Hérédité qui est sorti en premier, et heureusement, parce que Eddington aurait pu sortir sans cette contextualisation liée à la période du Covid. Il faut savoir aussi que Ari Aster, on l'a précisé un petit peu lorsqu'on a fait sa biographie, c'est pas uniquement un réalisateur américain qui a connu le New York, mais aussi beaucoup le Nouveau-Mexique, notamment la ville de Albuquerque et l'état de Santa Fe. Et c'est vraiment aussi ces expériences plus jeunes et qui ont nourri cette vision du western, d'une ville de l'état profond, donc littéralement, hein, géographiquement, pour Eddington. Donc tout ça mis en relation avec ce contexte du Covid. How did we get here? And even worse, is it worth it? At the cost of being at war with your neighbors? That's why I'm running for mayor. Mayor of Eddington. Thank you, super duper very much. Donc l'histoire se passe, comme je l'ai précisé, en mai 2020. La date n'est évidemment pas innocente puisque c'est un des rares films qui traite directement et indirectement, on va dire, le contexte politique et sanitaire de la crise du Covid-19 aux États-Unis. Donc sous la présidence encore de Donald Trump, en tout cas dans la première partie du récit. Donc on suit le shérif Joe Cross de la petite ville d'Eddington. Alors j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est une ville de 3000 habitants, donc c'est vraiment une toute petite ville qui est également gérée par le maire Ted Garcia. Et tout de suite, il y a vraiment une segmentation entre ces deux personnages, donc qui incarnent vraiment deux camps opposés. En tout cas, cette différence va se creuser de plus en plus dans le film, donc entre guillemets, parce que c'est jamais nommé comme ça, mais voilà, ça reste une division qui est assez binaire entre les progressistes et progressistes démocrates et les conservateurs républicains, merci. Les conservateurs républicains. Et justement, en fait, autour de ces personnages sont aussi attachés leur famille, hein, tout simplement. Donc, on a Louise, qui est la femme de Joaquin Phoenix, ainsi que sa mère Dawn, qui vit chez eux, qui est une complotiste affirmée, hein, je pense qu'on peut le dire. Il travaille également avec deux adjoints, donc on a Michael et Guy.
guy, comme le personnage de Street Fighter. Et à côté de ça, on a quelques personnages un peu folkloriques, hein, comme Lodge, qui ouvre littéralement le film, qui est ce SDF un peu chaotique. Et globalement, je pense que c'est un terme qui décrit bien une partie du film, hein, vraiment chaos, puisque c'est un film qui va beaucoup diviser justement les personnages entre communautés, puisque le cœur du film, c'est que Joe refuse de se plier aux injonctions gouvernementales, enfin plus ou moins applicables, donc des lois autour du port du masque obligatoire, contrairement au maire qui lui est totalement soumis à ces injonctions. En fait, au contraire, même pour lui, l'idée c'est d'accélérer toutes ces mesures, notamment les mesures de confinement, de masque obligatoire, pour appliquer des mesures sanitaires le plus rapidement possible. Et pareil, il va y avoir une segmentation au niveau de la population par rapport à ça. Et Joe, devant cette injustice contre laquelle même lui, en tant que shérif, ne peut pas lutter, il va décider de se présenter aux élections municipales, tout en mettant en péril en fait sa femme, Louise, qui a visiblement vécu et subi des violences sexuelles, même si c'est quand même assez flou au début. Voilà pour l'histoire. Est-ce que tu veux commencer à développer sur Eddington, Élise? T'as le droit de dire non. Je n'ai pas aimé. Ok. Point. Bon bah voilà, c'était une bonne émission. Non mais en réalité, je pense que je vais surtout rebondir à ce que vous dites, parce que je suis sortie du film en ne sachant pas quoi en penser, si ce n'est que je n'ai pas passé un bon moment. Et pour l'instant, je ne sais pas si j'arrive à mettre le doigt exactement sur ce que je n'ai pas aimé, si ce n'est que j'ai l'impression que ça reprend des éléments de Beau, de Boys of Fed, alors que ça rend pas aussi bien dans Eddington. Et que je ne comprends pas ce que Harry essaye de me dire. Je suis sortie vraiment dubitative. J'ai réussi à retirer mes menottes. Je suis enfin libre et je peux m'exprimer. Après 15 minutes de podcast. Non, moi, alors ça va être intéressant parce que j'aime beaucoup le film. Et je trouve que le bordel ambiant du film met en emphase totalement ce que représente aujourd'hui les États-Unis depuis une dizaine d'années, voire même plus, et met en emphase certaines choses, notamment tout ce qui est post-vérité. Je trouve ça très intéressant parce que, mine de rien, j'ai vu très peu de réalisateurs s'y risquer jusque maintenant de parler de tout ça assez pêle-mêle, puisque en réalité pendant la moitié du film, c'est un film assez linéaire. On se dit même que Aster s'est un peu calmé, mais bon, il y a une sorte de midpoint au milieu du récit qui change totalement la donne, et le film va complètement viriller vers un truc encore plus barré. Donc voilà, c'est un film de western qui se passe pendant le Covid, et je trouve qu'il l'utilise parfaitement dans sa mise en scène, c'est-à-dire que il utilise tous les codes du western, il met littéralement en phase avec le Covid. C'est-à-dire que les gens dans les westerns, je sais pas si vous voyez un peu les films de Sergio Leone, les gens à chaque fois, pour les duels ou pour des discussions, ils sont toujours à 10-15 mètres l'un de l'autre. Et là, il en joue littéralement avec les distances de sécurité pour le Covid, etc. Donc c'est assez fun. En termes de mise en scène, je trouve ça plutôt bien foutu. Ça traite de plein de choses. Peut-être trop de choses, mais encore une fois, je trouve que le fait qu'il parle de tout renforce cet aspect chaotique, c'est-à-dire qu'il va parler de la crise sanitaire aux États-Unis, il va parler du mouvement politique de Donald Trump, Make America Great Again, il va parler de la crainte de ce parti politique envers les antifas, il va parler de Black Lives Matter et de George Floyd, il va parler de tellement de choses, du complotisme, ça en devient presque fouillis. Mais je trouve que ça nourrit du coup le film, parce que on a l'impression de
d'être en sursaturation, d'être effectivement comme il avait pu le faire déjà au début avec Boys Afraid, d'être constamment trop stimulé. Et littéralement, oui, le film met en exergue l'impression d'être devant un fil TikTok, quoi. Et il utilise aussi TikTok pour mettre en place certaines choses. Voilà, je trouve que moi, c'est un film je pense qu'il mérite d'être revu parce que je l'ai vu qu'une fois. Et je pense que comme les autres films d'Aster, c'est des films qui méritent d'être revus pour replonger dedans et revoir des détails qui doivent être signifiants. Voilà. Pour ma part, hein, ce que j'en pense, on va creuser plus ces sujets de manière un peu plus complète. Mais en tout cas, moi, je trouve le film passionnant et je le trouve juste dans ce qu'il veut raconter et dans la sorte de confusion qu'il met en place envers le spectateur. Oui, donc tu l'as très bien noté, justement, ce rapport au western du film, sachant que l'idée, alors c'est pas forcément une évidence parce que on peut en fait assez rapidement mettre ce point de côté et partir sur la seconde partie du film, mais l'idée c'était de faire un western où les armes principales seraient des armes médiatiques, des armes liées aux réseaux sociaux, au téléphone et à cette facilité de mettre en place en tout cas sa campagne par rapport à l'objectif de Joe, du shérif qui veut devenir maire, et donc du coup ces confrontations avec entre Joe et le maire Ted. L'idée c'est que ça se passe principalement à coup d'envoi de vidéos, comme tu disais, c'est vrai que c'est assez drôle parce que voilà, pour moi c'est de loin le film le plus drôle d'Ari Aster, pas forcément le plus qui se veut, encore que j'allais dire le plus comique, si quand même, parce que même si un peu comme Hérédité, c'est un film qui est vraiment qui se divise en deux. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans le film. Et en fait, chaque personnage, même s'il y a quelques exceptions, sont quand même assez caricaturaux et vont un peu représenter justement ces communautés. Alors, je pense que c'est volontaire pour Ari Aster d'en faire des caricatures, même si après, bon, moi je trouve quand même que c'est pas tout à fait, c'est pas aussi simple par rapport à ce que lui disait, que chaque spectateur se fera son propre avis, parce que je trouve quand même que lui va trancher un petit peu par rapport, ne serait-ce que au destin de certains personnages. Hein. C'est un peu facile de dire ça, je trouve, en tant que réalisateur, de dire chacun doit se faire son propre avis. Quand t'es réalisateur, même quand t'es pas dans le film d'auteur, tu dis quand même un point de vue. Tu vois. Je suis d'accord, mais après, c'est quand même la posture d'Aster depuis qu'il fait des courts-métrages. Oui, mais c'est au même titre que je le crois pas quand il me dit qu'il y a pas de sens et qu'il faut pas en chercher, tu vois. Ouais, peut-être. C'est que, bon... Et peut-être que lui, tu vois, est profondément convaincu qu'il pose des cartes. Bon, après, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est quand même un film qui a un point de vue, logiquement. Bah, t'en as toujours un, de toute façon. Tu peux pas logiquement. couper, Qu'il le veuille ou non, il y a un point de vue. Ça n'existe pas, la neutralité absolue. Et... Je suis absolument d'accord. Mais il y a des indices qui, clairement, montrent... Voilà, son point de départ, lui, c'est « Je vais vous mettre en scène le bordel que sont les États-Unis. » Tu vois, rien que le fait que son personnage principal, ce soit celui de Joaquin Phoenix, et qu'il fasse pas du moite-moite avec Garcia, bah, il a un point de vue. Oui, parce qu'il veut montrer... Il est clairement du côté des petites gens qui ont une tendance à la conspiration et à partir en couille. Je suis pas tout à fait d'accord. Ah ouais? Je pense qu'il veut moi, je pense qu'il n'est pas de ce côté-là, mais qu'il essaie de développer comment quelqu'un qui a déjà certaines convictions peut encore plus plonger vers des convictions. Ouais, mais celui qui attire ton empathie dans le film, c'est qui? C'est lui ou c'est Garcia? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un switch d'empathie au milieu du film. Ah bon? Tu trouves? Ah oui. Ah ben pas du tout. Je trouve que pendant un certain temps, on a un peu de peine pour ce personnage de shérif. C'est-à-dire qu'il a des agissements qu'on cautionne pas forcément. Mais moi, j'ai de la peine pour ce personnage qui est embourbé dans des choses, qui a une vie familiale très compliquée, et à la fin, une vie professionnelle. Ah non, moi, à la fin, c'est fini. Ah ouais? Ah ouais, non. Moi, à partir du moment où il se met à descendre Garcia et à vouloir faire porter le chapeau à son collègue, c'est non. Bah tu vois, moi je suis pas d'accord avec ça, même si j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, et c'est ce que je reproche principalement au film, c'est d'avoir été devant... J'ai eu la sensation d'être devant pas mal de vide,
Mais s'il y a bien un truc, c'est que j'ai eu de l'empathie, mais tout du long, pour le personnage, malgré les horreurs qu'il fait, parce que tu peux pas... Enfin, juste avant, il se fait quitter par sa femme pour un gourou de secte. Si Harry n'avait pas voulu créer de l'empathie jusqu'au bout pour son personnage, il aurait laissé Louise rester. Non, je pense que ça, c'est différent. Je pense que ça, c'est un pivot plutôt de motivation pour son personnage, voire scénaristique, pour emmener le récit ailleurs. Ouais, mais du coup, ça reste quand même toujours un pauvre gars qui s'est fait quitter, tu vois. Oui, mais un gars qui franchit la limite. Qui franchit une limite qui est inexcusable, notamment déjà en tuant son adversaire politique et en tuant un gosse. Et ensuite en voulant faire porter le chapeau. Il est détestable. Donc, du coup, il est détestable, mais de là à abattre un enfant... en tant que spectateur, oui, il questionne encore ta morale, effectivement. T'es pas dans une détestation du personnage de Joaquin Phoenix. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi, Gillian. Pareil, effectivement, ça reste vraiment un changement super important. Et moi, il faut savoir, voilà, que moi, Michael, c'est vraiment, je trouve, un des personnages les plus sympathiques du film. Enfin, en tout cas, c'est un des persos qui était justement les moins unidimensionnels, parce que justement, lui, il a quand même des vrais enjeux donc Michael, je précise, c'est un des lieutenants qui devient sergent, ouais. Voilà, du shérif. Et pareil, je trouve que Joe, clairement, c'est un personnage, et ça je le savais même avant de voir le film, qui était effectivement perdu. C'est un de ceux, je trouve, qui, pour moi, choisit en fait son camp par défaut. C'est-à-dire que à la base, je pense pas que ce soit un personnage. Donc moi, j'ai un peu abordé ce film différemment que les autres films qu'on a tendance à traiter, puisque là, j'ai essayé d'avoir des profils pour chaque personnage. Et pour moi, Joe, en fait, c'est pas forcément un personnage qui est particulièrement politisé, il s'en fiche un peu. C'est juste que il a pas le choix. Pour lui, c'est pas juste en fait ce qui se passe par rapport au Covid, et pas spécialement parce qu'il y croit pas, mais parce que lui, il considère que sa ville n'est pas concernée, parce qu'il n'y a pas eu de cas, même si bon, ce qui est un peu drôle, c'est que c'est jamais dit, mais lui semblerait être contaminé à la fin par le Covid. Mais dans le fond, à la base, c'est un chill guy. Ouais, c'est ça, c'est un gars ok, tu vois. Et justement, lui, il va décider de défier l'autorité, et c'est en fait indirectement, c'est un peu cet effet là politique, c'est que à force de te forcer à voter pour quelqu'un, à faire quelque chose, toi tu vas psychologiquement avoir l'envie de faire le contraire. Et ben c'est un peu ce qui se passe avec ce personnage, où à cause de toute la pression qu'on va lui mettre, il va totalement succomber à l'extrême. Par exemple, auprès de la mère de sa femme qui va totalement l'abandonner et tomber dans une secte. Lui va justement tomber dans l'extrême, que ce soit de la manipulation, de la violence physique qui passe par le meurtre, tout simplement, pour arriver à ses fins politiques, quand bien même ça ne serait jamais arrivé avant. Et c'est là où effectivement je trouve que le personnage garde un semblant d'empathie, même si, comme je le disais, il trahit Michael, qui pour moi est un personnage assez ambigu, pas ambigu peut-être pas, mais assez sympathique. Mais ça casse pas complètement l'empathie que je peux avoir pour lui par rapport à sa situation, qui est quand même particulièrement qui est quand même assez difficile, et ça reste peut-être pas autant que Beau, mais un personnage qui subit beaucoup, et d'ailleurs au final il perd au change. Enfin, à la fin, il se fait complètement. Peut-être qu'on va pas spoiler tout de suite, mais voilà. Bon, le film sera déjà sorti depuis. Oui, mais bon, peut-être on pourra en parler un tout petit peu plus tard. Si les gens écoutent un podcast sur Eddington, c'est que. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, clairement, le choix de déglinguer ses adversaires politiques, finalement, ça va plus le desservir qu'autre chose, quoi. Et donc, on se retrouve aussi dans un film où la plupart des personnages sont quand même particulièrement soit égoïstes, soit hypocrites, notamment Ted qui essaye d'agir pour le bien de sa communauté. Et en soi, tu vois, avoir un personnage comme ça, si c'était honnête, moi, ça me dérange pas.
qu'il agisse de concert avec le gouvernement, qu'il accepte d'être, enfin le confinement, de rendre les masques obligatoires. Si c'était honnête, ça serait moins dérangeant. Le problème, c'est que c'est un personnage qui est aussi corrompu. On en parle vaguement, mais de cette corruption politique, je sais pas si vous vous souvenez que aux États-Unis, par exemple, ils incitaient les gens à se faire vacciner contre un McDo. Enfin, en tout cas, contre un... Et là, on est totalement là-dedans. C'est-à-dire, on a vraiment cette manipulation stupide, mais qui, au final, devient tellement absurde dans la réalité que il y a même plus besoin de le rendre plus absurde dans un film. C'est-à-dire, littéralement, tu peux... Enfin, je veux dire, c'est un peu le syndrome de South Park, en fait. À un moment, t'as juste besoin d'adapter ce qui se passe dans la réalité pour faire quelque chose d'absurde. Et donc, c'est là où, effectivement, il y a beaucoup de personnages qui sont, je pense, relativement crédibles, alors que pourtant, quelques années auparavant, ça aurait été absurde. Je pense, par exemple, à alors, comment il s'appelle déjà? Brian. Ouais, mais justement, je trouve que c'est Brian le pire de tous. Ah oui, c'est un des pires. Ted, c'est du pipi de chat et franchement, moi, je le trouve même pas tant hypocrite parce que c'est un politicien lambda, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, je le trouve détestable, mais... Il fait des trucs de politicien, il est prétentieux. En fait, il l'a toujours été. C'est ça. Pedro Pascal, en plus, il a déjà joué un personnage comme ça, je crois que c'est dans Wonder Woman. Okay, ouais. Où il joue le même type de personnage, sauf qu'il a un costard bleu, quoi. Mais oui, du coup, attends, je reviens juste vite fait sur Brian, donc qui est Brian. Effectivement, comme on le disait, Eddington, Ari Aster, je trouve, a l'intelligence de lier ce film à Black Lives Matter, ce qui fait que forcément, ça alourdit un peu le film, mais il y a certains personnages, donc j'ai plus le nom de la fille, mais il y a certaines personnes qui vont lutter pour Black Lives Matter, manifester de façon sincère, honnête. Et il y a ces deux personnages, donc de Brian et Eric, qui vont pour essayer de choper les gonzesses, faire semblant qu'ils sont progressistes et d'accepter tout. Et alors ça va mener déjà à un drame, puisque je crois que c'est Eric, le fils de Ted, va se faire tuer. Bon, pas pour cette raison, mais indirectement, si, puisque l'ex de cette fille, donc c'est Michael, c'est là où ça devient le bordel. Michael, sergent de Joe. Voilà. Ouais. Et il va poster une photo. Alors Brian va alors, non, pas Brian. Eric poste une photo. Enfin, il ne poste pas. Eric envoie une photo à son ami Brian de Eric et oui, mais Michael, il le sait aussi. Ouais, mais c'est après ça. Ah, ok. C'est d'abord, parce qu'en gros, c'est complexe. Donc, Eric et Brian sont des amis. Mais des amis, moi je trouve qu'ils ont une amitié qui est claquée. Hein. Franchement, c'est parce que ils sont que 3000 habitants, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes privilèges. D'ailleurs, ça, pareil, ça je trouve ça intéressant. C'est que Eric, qui est quand même... alors, je sais pas exactement de quelle ethnie il est. Mais ils sont latinos, non? Mais ouais, oui, mais c'est pas comme Pedro. C'est pas comme Pedro Pascal, tu vois. Et parce que y a peut-être que du côté de sa mère. Ouais, du côté de la mère. Peut-être qu'il est afro-hispanique américain. Ouais, mais enfin en tout cas, je veux dire, il est issu d'une minorité. Ouais. Et c'est lui qui a des privilèges parce que c'est le fils du maire, etc. Alors qu'à côté, on a le profil de Brian, qui est vraiment l'américain blanc par excellence, mais dont la famille a une collection d'armes à feu, mais gigantesque dans le salon. Génial, c'est génial ça. Ça, j'aime bien, tu vois. Et ils sont... bah oui, mais ils ont tous les murs qui sont repeints. On a un plan large avec juste des putains de guns dans le fond. Et ils ont carrément du matériel, du matériel d'assaut derrière les chaises de la cuisine, sur le coin du mur. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Et donc, ces deux personnages que tout oppose sont amis parce que pas trop le choix, je pense. Et donc, ils sont tous les deux... Alors, surtout Brian est à fond sur la jeune fille militante, et Eric, par plaisir de... encore une fois, de prouver sa supériorité, va vouloir se faire la meuf. Et va réussir, et va envoyer une photo pour narguer Brian. Et Brian, suite à ça, pour X raisons, est au courant que Michael est l'ex de cette fille, va l'envoyer à Michael,
Mais après, c'est plus tard que ça sert à inculper Michael. Comme quoi, ce serait une homicide, vengeance, ouais. que ce serait lui qui ait tué donc Ted Garcia et son fils pour se venger. Ouais. Ils disent oui, une sorte de crime passionnel, Passionnel, machin. Ce qui est un élément d'inculpation, effectivement. Alors qu'en réalité, c'est Joe, du coup. Voilà. C'est Joe qui a décidé de péter un câble et de tuer Ted et son fils. Exactement. Et c'est ce que j'aime, je crois, que ce film aussi, c'est que c'est un film qui va dans le complot dans le complot. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire que le film traite déjà de plein de délires complotistes, etc. Plus on avance dans le récit, on s'embourbe encore plus dans du complot. Ouais, parce que le personnage principal, à la base, n'est pas complotiste. Et au contraire, il déteste ça vis-à-vis de sa belle-mère. Et il finit par le devenir parce qu'il se range du côté politique ou du côté Trump, c'est très complot, quoi. C'est ça. Et je sais pas quel a été votre avis là-dessus, mais moi j'adore à quel point, vraiment, du coup, on est dans une ère où la vérité n'existe plus vraiment, que tout le monde peut mentir et dire des choses, tout est son contraire du jour au lendemain, sans qu'il y ait aucune réelle incidence. Et j'ai adoré le traitement du réel, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, le traitement des antifas, qui, Aster crée ce traitement de l'antifa selon le fantasme républicain, qui serait que les antifas seraient une force armée, une milice de destruction massive du pays des États-Unis, en fait. Et ils ont fait tout un truc de fou que j'adore. C'est-à-dire que ils donnent vie à ce complot, ils donnent vie à ce fantasme, républicain. Et je trouve ça génial. Je sais pas du coup quel a été votre ressenti là-dessus, mais moi je trouve que c'est assez fort, quoi. Moi, mon ressenti, c'est que individuellement tous les éléments, je les trouve bien, mais que mélangés ensemble, je comprends pas le but. Ok. Et que oui, en fait, oui, individuellement, là, quand on en parle, il y a plein de choses que je trouve intéressantes, mais c'est juste dans la finalité du projet global en lui-même. Si t'enlèves le scène à scène, je comprends pas ce qu'il veut me dire. Et j'ai besoin, moi, qu'on me dise un truc, parce que je vais pas perdre 3 heures. Parce que les pubs compris, ça fait 3 heures de séance quand même. Enfin, je suis sortie à minuit jeudi de ma séance et je n'ai pas compris ce qu'on voulait me dire. Enfin, je veux dire, oui, mais bien sûr, mais moi, je l'ai vu sur TikTok, les dingues qu'il y a dans le film, tu vois. Et tu le constates, et on l'a tous constaté au moment du Covid. Est-ce que j'avais besoin d'un film pour me redire à quel point une communauté sous-scellée, ça peut partir en couille, enfin. Oui. Voilà. Non, mais alors en fait, déjà, moi je dois bien dire que ça m'a surpris qu'ils prennent justement qu'il en fasse réellement un groupe terroriste, des antifas. C'est vrai que c'est assez drôle, moi ça m'a surpris. C'est vraiment des ninjas en plus. Hein. Au début, j'ai pas bien compris où il allait. Bon, au final, je pense qu'il faut quand même le prendre pas mal au second degré, et c'est vrai que ça me permet aussi de me rendre compte que ouais, il est quand même pas loin d'être catégorique sur ce qu'il pense de la situation, et je pense que il reproche beaucoup de choses à tout le monde en fait, et je pense que c'est aussi une façon saine de le voir. Mais ouais, c'est assez drôle. Après, par rapport à ce que tu disais, je pense que le film est pertinent aujourd'hui. Il le sera beaucoup plus dans quelques années quand on se souviendra moins, ou en tout cas des gens qui l'ont pas connu. Ça reste un projet assez courageux, même s'il va pas assez loin sur certaines choses, parce que ça reste un film qui se déroule sur très peu de temps, hein, quand même, à part la toute fin. Donc forcément, il y a une partie de ces questions qui sont pas posées, mais à la limite c'est pas très grave. Donc c'est pour ça que il essaye d'en mettre le plus possible, et je trouve que c'est une bonne façon d'en parler, d'en faire une synthèse qui va en même temps il va prendre beaucoup de recul et permettre de mieux se rendre compte via un humour absurde de la situation qui était effectivement assez au paroxysme de l'absurdité. Je pense que c'est encore plus le cas aux États-Unis, hein, clairement. Mais à côté de ça, d'avoir effectivement un aspect plus dramatique sur ce qui se passe. Alors dans un contexte de complot lié à une maladie, mais en fait tu te rends compte que dans un
dans un n'importe quel autre contexte, politique, militaire, même de guerre civile. Moi, j'ai pas vu le Civil War de Alex Garland, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Alex Garland. Je pense que c'est bien justement d'avoir ces points de vue et aussi des tons différents sur des sujets de société qui sont finalement très importants pour nous, mais qui sont peu exploités je pense de peur de trop cliver ou alors d'être censuré. Enfin, moi, je pense que c'est quand même un film intéressant et ce serait bien en vrai qu'il y ait plus de films qui acceptent de prendre ces risques-là. Mais vis-à-vis de tout ce qui est complot et ce genre de choses, tu veux dire? Ouais, alors. Ou Covid? Non, le Covid, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un film qu'il aurait pu écrire avant le Covid. Je pense que le Covid, ça a été un prétexte parfait. Mais je pense qu'on peut parler du complot, peut-être même des dérives sectaires. Du coup, c'est pas le bon. Ici, c'est différent, mais même du communautarisme qui peut devenir une sorte de secte. Enfin bref, c'est ces sujets-là qui peuvent être développés de façon générale. Je pense même pas qu'il y a besoin d'être de s'identifier à une communauté ou une autre, tu vois. Mais après, évidemment, il faut que ce soit bien fait parce que Ari Aster a quand même une grosse personnalité, donc ça lui correspond plutôt bien. Mais ça reste des sujets qui sont vite sensibles et qui peuvent très vite partir en couille dans son exécution. Ouais. J'aurais tellement préféré que ce soit une série, franchement. Plus j'y pense, une mini-série, en 6 ou 8 épisodes. Parce que là, je me dis en fait ce que je n'ai pas aimé du tout dedans, ce qui me bloque, c'est que t'as plein de trucs intéressants et que dans le fond, je trouve ça vide. Parce qu'il n'y a pas le traitement des relations entre les personnages comme il a fait dans ses précédents projets. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, il y a un manquement sur les dynamiques. Tu vois, je comprends pas tout à fait la dynamique entre Joe et sa femme. Je comprends pas tout à fait la dynamique entre Ted et Joe. Parce qu'en fait, il nous amorce plein d'éléments dont on n'a jamais de réponse claire. Parce que Louise, on comprend qu'il s'est passé un truc, mais c'est pas clair. On comprend qu'il y a eu un truc avec son père entre Ted et Joe, et on comprend pas non plus tout à fait pourquoi. Mais je pense qu'en fait, il veut mettre ça, je pense que c'est voulu, dans le fait que, aujourd'hui, ce que raconte le film, c'est que les gens n'arrivent plus à communiquer. Les gens n'ont plus de relations. Les gens ne se connaissent pas. Les gens se jugent. Tu vois, je pense que ces ambiguïtés-là servent son récit. Je pense. Et je suis d'accord avec toi que peut-être qu'une mini-série, ça aurait peut-être valu le coup, mais j'aurais peur que ça rende la narration trop propre, trop clean, que ça prenne plus son temps, alors que à partir d'un moment, le film entre dans une sorte d'ébullition, une sorte d'urgence qui dépeint bien la situation actuelle. C'est mon avis. Mais là, tu vois, ça me fait un peu le même effet que surtout toi, mais que globalement vous avez eu sur les personnages secondaires de Midsommar. C'est qu'en fait, tout le monde m'agace. Et j'ai pas envie de me taper 2h30 de tout le monde qui m'agace, parce que je comprends pas, j'ai envie qu'il m'agace et que je comprenne pourquoi ça m'agace, tu vois. Je comprends. Moi, le truc, c'est que je m'attache plus aux personnages d'Eddington parce que c'est des personnages qui racontent quelque chose. Qui racontent, peut-être que leur personnalité... C'est pour ça que je suis frustrée, parce que j'ai envie, et tu vois, à la limite, celui auquel je me suis plus attachée, c'est Brian, parce que c'est le personnage que je trouve le plus complet. Ouais. Parce que je comprends ses motivations, je comprends ce qui se passe dans sa tête. Ça veut pas dire que c'est justifié, mais je comprends ce qui se passe. Les autres, Louise, tu vois, mais c'est une énigme. Et ça m'ennuie, parce que j'ai pas envie de devoir me triturer à ce point-là l'esprit pour comprendre ce personnage qui, en plus, de toute façon, ne me donnera pas le fin mot de l'histoire. Je pense que le personnage de Louise est à la croisée entre celui de Beau, avec une mère très étouffante, et à la croisée avec celui peut-être de Florence Pugh de Midsommar, tu vois. Mais t'as compris, toi, pourquoi elle voulait pas avoir d'enfant avec Joe? Parce que finalement, elle en a un, puisqu'elle est enceinte à la fin. Parce que je pense que le trauma de son agression sexuelle a un impact sur la vie sexuelle de ce couple.
Ouais, mais pourquoi Et- celui-là est pas avec Vernon? Et parce qu'à la fin, elle se fait manipuler dans la secte. Parce quand il l'annonce, le personnage de d'Austin Butler annonce à la fin du film que donc Louise est enceinte et qu'il y a une sorte de c'est une sorte de messager ou je ne sais plus quoi. Donc je pense qu'en fait juste elle s'est faite embourber l'esprit et qu'elle a eu un enfant pour avoir un enfant dans une secte parce que ça avait ça avait un sens pour elle et pour la communauté de la secte. Je pense. Ouais, mais du coup, j'arrive pas, moi, à percevoir pourquoi elle attache autant d'importance à une communauté, alors que c'est un personnage qui n'aime pas justement ça à la base. Qui Si, vit parce tout que- seul, reclus Parce chez que elle. elle est incomprise par sa mère et son mari vis-à-vis de son trauma d'agression. Et le personnage d'Austin Butler lui fait croire, lui dit qu'il est dans la compréhension, que lui aussi a été enlevé, qu'il a subi des sévices sexuels lorsqu'il était enfant, etc. Je pense que elle tombe dans cette emprise-là, alors que jusqu'à maintenant, sa mère et son mari ne la comprenaient pas. Je pense qu'il y a ça, tu vois. Mais Une du- sorte de glissement mais du coup, du pour- personnage. Mais du coup, pour dire quoi? Bah, on en Je- revient sur la ouais. manipulation et sur tout ça, qui sont des sujets, qui sont des sujets qui tiennent à cœur à Aster et qui, dans ce film, encore plus, on est dans un monde où les médias bipolarisent beaucoup, où on n'est plus beaucoup sur des médias d'information mais d'opinion. Et je pense que c'est un des sujets du coup, enfin, c'est un des sujets du film. Et je pense que du coup, ce personnage de Louise tombe là-dedans aussi, d'une Ouais. autre manière. Mais du coup, le fait que je ne sache pas clairement ce que lui, il en pense, je suppose, mais... Le Du coup, personnage je- de Joe. Non, de Ah, de Aster. Attends, ouais. Mais Aster, il aime bien jouer sur cette ambiguïté de vous ne savez pas ce que je Ouais, veux mais il dire. m'emmerde, là. Ouais, bah moi c'était Tu vois. le cas dans Beau par exemple. Mais Ouais, je ouais. le trouve je trouve qu'il dissémine un peu plus d'indices dans Eddington vis-à-vis de ça, tu vois. Parce que dans Beau, c'était facile, il était là, oui, rigoler devant le film et arrêter de vous poser des questions. J'étais en mode, bon. Ouais, mais tu vois, la différence, c'est que Beau, il y a pas de parti pris politique ou en tout cas social. Enfin, je veux dire, la mère de Beau est une connasse et on est tous d'accord dessus, tu vois. Là, ça traite pas du tout de la même chose quand même. Et moi, quand tu fais un film comme ça, j'ai besoin d'avoir un positionnement quand même. Je trouve qu'il y a Là, quand même un je suis frustrée. truc sur le contrôle dans Boys Afraid qui peut se rapprocher d'Eddington. Sur le contrôle de la maman qui est en fait une mania du business, de la pharmacie, Pharmaceutique. pharmaceutique, waouh, la pharmacie. Il y a une pharmacie dans le monde, et c'est elle qui La dirige. pharmaceutique. Tu vois, il y a tout un truc quand même qu'elle contrôle tout et qu'elle contrôle peut-être même le monde, tu vois, au-delà de son fils. Mhm. Parce qu'elle arrive à faire venir des gens à son enterrement qui n'en est pas un. Elle arrive à faire coucher une meuf que son fils, enfin, dont son fils avait eu un crush il y a 30 piges, 40 piges. Un truc de contrôle, encore une fois, de complot, de grandes élites, etc. Je trouve que c'est un truc qu'il travaille depuis Beau, en tout cas. Ouais. Et qui a ce prolongement dans Eddington. Mais ça reste, vu que dans Beau, ça reste quand même dans... Même si peut-être qu'elle dirige le monde, mais ça reste dans une forme d'intimité d'une relation entre deux personnes de la même famille et du même sang. Là, c'est une dimension plus large quand même. Bien sûr, son spectre il étend son spectre. Et moi, étant donné la pitié et le ridicule que j'ai eu vis-à-vis du personnage du shérif de Joe, moi, je maintiens qu'il est d'accord du coup avec son personnage. Pour moi, en tout cas, je l'ai perçu comme ça, tu vois. Et donc, je comprends pas ce qu'il veut me dire à la fin. Surtout qu'en plus, du coup, à la fin, t'as encore une daronne qui prend le dessus sur un gars et qui dirige un empire. Parce que littéralement, la fin du film te dit qu'il en perd littéralement son libre arbitre, je pense, tu vois. Genre, ça devient un légume. Et il en perd complètement toute Harry Astor est anti-vax. Tu vois, enfin, Non, qu'est-ce que j'en conclus non, de je sais ça pas. Je pense pas qu'il soit anti-vax. Non, mais c'est une blague, mais oui, je veux dire. Mais ça veut dire qu'il prêche quoi, la liberté absolue et. Non, mais je pense qu'on en revient au point que vous mentionnez, en fait, qu'il s'est fait bouffer, ce gars se fait bouffer par le trop plein d'infos, de manipulations. Il se fait bouffer jusqu'à en devenir un légume, quoi. À en devenir juste une figure physique, mais même plus vraiment morale ou intellectuelle. Donc la morale du film, c'est attention, n'ouvrez pas TikTok. La morale du film serait, mais je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Je pense qu'Aster, je pense qu'Aster, quelqu'un déjà qu'on le disait, qui est un peu misanthrope, donc qui est déjà un peu dans ce délire-là de attention de pas vous faire bouffer par les autres, attention, pensez quand même un peu
faites attention aux informations qu'on vous donne. Mais tu vois, bah, comme toi tout à l'heure pour Midsommar, moi, je trouve que c'est tellement gratuit et que c'est presque, je sais pas, un peu boomer et... C'est peut-être un peu boomer dans son approche. C'est peut-être, c'est le monde, c'est l'Amérique vue par quelqu'un qui a 40 piges. Pardon à mon cher papa Roger, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir fait une réunion de 3 heures avec mon père. qui m'a dit des choses qui sont évidentes, c'est que je sais déjà, tu vois. Je sais pas, parce que il a quand même, je trouve qu'il a une approche intéressante aussi, du faux militantisme, que ce soit, tu vois, les gens qui, par intérêt, peuvent s'infiltrer dans des groupes militants. Ouais, je peux pas blairer la meuf là, la blonde. Oui. Tu vois, qui est tout le temps dans on est dans un, la fausse militante white savior. C'est là, ça. Moi, je trouve qu'il a quand même un regard pertinent là-dessus, parce que c'est un regard que je vois pas chez beaucoup de gens qui ont 40, 50 piges. C'est un truc de jeune, je trouve. Il a 39 ans. 39 ans, il est pas vieux. 39, ça va. 39 ans, c'est pas vieux. 39 ans, il a déjà 4 longs métrages à son actif. C'est pas vieux, mais c'est pas jeune. Il a écrit quand, le film? Il a commencé à l'écrire il y a 10 ans. Mais 5 ans. 34 oui. ans. À quel moment, à 34 ans, t'es vieux? Mais t'es pas vieux, mais t'as plus 20 ans. Tu n'as plus 20 ans. Et il a un regard. Non, mais il a un regard. Attends, 34 ans, t'en as plus 20. Mais d'où tu as besoin d'avoir 20 ans pour tenir ce discours? Il suffit d'avoir un petit peu de recul et de savoir de quoi tu parles. 34 ans, 38, c'est pas beaucoup. Je dis pas que c'est vieux. Je dis juste que y a... Tu fais de l'agisme. Je fais de l'agisme. Ok, c'est bon. Allez, merci. Allez, c'est bon. Non. Il est cancel. Non, je dis que on peut se laisser dépasser par son époque. Oui, non, mais oui, bien sûr. On pense pas de la même manière à 20 piges qu'à 40 piges. Mais je veux dire, c'est juste. Et je trouve qu'il a un point de vue intéressant sur parfois tu vois, le fameux loup dans la bergerie qu'on peut avoir parfois dans des groupes militantistes, où en fait, tu peux t'en retrouver comme les deux gars qui essaient de pécho la meuf, quoi. C'est juste des gens qui font ça par intérêt, et je trouve que c'est intéressant de croiser tous ces points de vue, tu vois. Sans pour autant que dans le film, ils te disent « Oh, regardez, les militants, vraiment, oh là, les woke, ils nous font chier. » Tu vois. Après, c'est peut-être très personnel, mais c'est juste que j'ai l'impression que Harry, il vient s'asseoir à côté de moi, il me parle, et il me dit une phrase, comme t'as plein de mecs qui te disent « Mais c'est quand même fou, l'humain, tu vois. Enfin, on pense. » Tu vois, il me sort un truc qui est ultra obvious. Enfin, moi, je trouve le film ultra obvious, et c'est pour ça que je trouve ça d'un ridicule. Mais je trouve que c'est un peu sa posture depuis toute sa carrière. Moi, il me fait Pierre Ninet, là, tu vois. Avec son âne. Il me dit des trucs mais d'un général. Tu vois. Enfin, Nathan, dis-nous ce que t'en penses, mais. Ah, désolé, Elise, on est peut-être un peu con. Non, mais dans le fond, je suis d'accord avec toi. C'est des choses qu'on savait. Qu'importe, je pense qu'on a suffisamment de recul pour savoir tout ça. Mais comme je disais, c'est un film qui est avant tout une synthèse et qui va aussi mettre en avant cette absurdité, mais sans même forcément avoir à exagérer. Donc moi, je peux comprendre qu'on puisse ne pas adhérer. Après, c'est pas parce que tu sais déjà quelque chose que t'as pas envie qu'on te raconte à nouveau ces sujets-là, tu vois. Moi, ce que je retiendrai, c'est que quand je suis sortie de ma séance, pourtant il y avait du monde aussi dans la pièce. Hein. Ouais. Quand je suis sortie de ma séance, même pas sortie, il y avait 2 meufs à côté de moi qui, déjà, tout le long du film, je les entendais, enfin, elles ont pas chuchoté tout le long, mais je veux dire, à plusieurs moments, elles disaient, je comprends pas ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qu'on m'explique? Et à la fin, elles avaient totalement l'impression d'avoir perdu leur temps, et elles étaient en mode, ok, mec. Et j'ai l'impression que ça a été le cas de plein de gens qui sont sortis de ma séance. On s'est tous dit, ok. Bon, et donc, tu vois. C'est statistique. Et je trouve ça terrible parce que, enfin, je suis contente que vous ayez aimé parce que j'aurais vraiment, vraiment voulu aimer. Mais oui, c'est statistique. Là, quand tu vois les entrées, c'est catastrophique. J'ai regardé juste avant, il avait fait, comment dire, un truc comme 80 000 la première semaine en France, et il a fait 40 000. Ça va, 80 000. Oui, mais en départ. Ce qui compte, c'est pas le départ, c'est comment dans la durée un film s'inscrit. Parce que la première semaine est toujours relativement haute. Enfin, c'est pas un inconnu, les gens l'aiment bien, ils aiment bien son cinéma, donc. Ce qui est important, c'est quand tu vois l'écart avec la deuxième semaine. Quand ça se casse la gueule de moitié, c'est qu'il y a un problème.
C'était déjà le cas de Boys Afraid. Et c'était déjà le cas de Boys of En fait, c'est ça le truc, c'est le public, peut-être aussi, ne va pas voir ces films-là pour les bonnes raisons. Enfin, peut-être qu'ils ont des attentes autres. C'est-à-dire que Aster, il sort de 2 films qui ont été plébiscités. Il arrive avec Boys Afraid qui casse complètement tout. Hein, c'est-à-dire que lui, il va dans un autre délire qui plaît pas au public, globalement. Donc les gens ne vont pas au cinéma voir son film. Et là, j'ai l'impression qu'Eddington, pareil, il rajoute une couche sur ça, et je pense que les gens, encore une fois, sont déçus, parce que c'est pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient. Donc je pense que le nombre d'entrées et le box-office va être défini là-dessus. Je sais pas, c'est comme pour Boys Afraid, je pense pas que ce soit lié à la qualité du film. Je pense que c'est parce que c'est des films qui trouvent pas leur public en salle. Et parce que les gens ont pas forcément envie de voir ça, ou sont déçus parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Et le fait qu'il y ait Joaquin Phoenix et Pedro Pascal qui sont 2 figures aujourd'hui du cinéma un peu cool chez les jeunes, et genre Joker pour Joaquin Phoenix, ou du coup Pedro Pascal qui est ultra hype sur les réseaux sociaux. Je pense que ce public-là est allé voir Eddington et on est sorti en se disant mais qu'est-ce que je viens de voir en fait. Voilà, je pense que c'est ça, parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Mais à voir. Mais comme dit Nathan, moi je suis curieux de voir comment va s'inscrire Eddington ou Boys Afraid dans 5 ou 10 ans dans la pensée collective et dans ce qu'on se souviendra de l'œuvre d'Ari Aster. Je sais pas, des films qui se veulent aussi sarcastiques, il y en a pas beaucoup qui sont mémorables. Souvent, c'est un peu des pétards mouillés, quoi. Oui. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, après, ça révèle un truc, ce que tu disais, Gillon, c'est que ça sous-entend, et je pense qu'il y a une part de vérité, que c'est un peu la faute du public qui va cataloguer très rapidement un réalisateur au bout de seulement 2 films, et encore, puisque même Hérédité et Midsommar, ils sont très différents, et se dire, ah ben c'est bon, il va faire que de l'horreur. Et du coup, c'est là où je trouve ça intéressant, et d'ailleurs, Boys Afraid, on peut le mettre dedans aussi, c'est que c'est des films justement avec ce recul qui vont probablement reprendre en sympathie pour le public, je pense. Des gens, ou alors que ce soit les gens qui en ont connaissance et qui verront dans quelques années que finalement le réalisateur était beaucoup plus éclectique que ce qu'ils croyaient, ou alors même des gens qui vont découvrir le film après, justement, sans avoir ce contexte de se dire ah c'est le mec qui a fait Hérédité, point. Après, alors je suis d'accord avec ce discours-là, parce que je le tiens moi-même pour Beau, où je suis d'accord que les gens, ils y sont allés en pensant que ça allait être du Hérédité ou du Midsommar, et ils ont été déçus. Moi, je savais que c'était pas le cas. Et ça, je l'entends complètement. Eddington, il y a quand même de l'eau qui a coulé un peu sous les ponts. Les gens sont au courant de Beau, et sont au courant que le mec ne fait pas que de l'horreur, donc je suis pas d'accord pour dire que le public, il va que en sachant que c'est de l'horreur. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que Beau, c'est de loin le film qui a le plus bidé. Donc oui, moi je pense que tout le monde n'a pas entendu parler. Oui, non mais bien sûr, mais les gens en ont parlé justement parce que les gens ne sont pas allés le voir tellement c'était partiellement pour la plupart des gens. Oui, et puis on revient sur le fait que je pense que c'est pas seulement Ari Aster qui fait que le film est en train de s'effondrer dans les entrées, mais je pense qu'effectivement, comme on le disait, Joaquin Phoenix et Pedro Pascal ont un public fort aujourd'hui, et que ce public est déçu par la proposition. Je sais pas si c'est lié à vraiment Boys Afraid, mais je pense que c'est lié aussi à leur figure de proue que sont ces gens dans le casting, ou même Austin Butler finalement, ou Emma Stone, qui sont 4 acteurs aujourd'hui qui sont très très hype, et je sais pas si ce type de public finalement vient chercher ça en allant voir Eddington. Voilà. Moi je dirais que le spectateur lambda qui est pas cinéphile comme nous, il a eu 3 films avec Pedro Pascal ce mois-ci. Même s'il est très fan de Pedro, il a pas l'argent pour aller voir 3 films au cinéma, ou il a peut-être pas l'envie. Les vrais fans de Pedro, ils sont allés voir les 4 Fantastiques, tu vois, ils sont pas allés voir Eddington. Les gens savaient peut-être même pas qu'il y avait Pedro Pascal dans Eddington. Je sais pas, peut-être, ouais. Moi, en tout cas, je peux parler que de ma séance, mais les gens que j'ai vus n'avaient pas l'air d'être des fans de Pedro Pascal, comme peut l'être ma meilleure amie qui va voir les films de Pedro Pascal parce qu'il y a Pedro Pascal dedans, tu vois. Ouais. Là, moi, j'avais l'impression que c'est justement des gens qui étaient relativement conscients du truc, ils ont vu la bande-annonce, tu vois. Et je pense que c'est plusieurs facteurs, du coup, qui rentrent les uns dans les autres. Je pense que t'as le facteur Ari Aster, le facteur Boys Afraid et le facteur casting, qui fait que le film peine à trouver son public. Parce que la plupart des gens regardent quand même les bandes annonces, quand même la plupart du temps, ou au moins les teasers sur les réseaux sociaux.
ça se voit que Eddington, ça va pas être un film d'horreur ou un film grand public. T'y vas pas en étant à l'aveugle. Tu sais que c'est un film un peu pas comme les autres. Donc si t'y vas, c'est que t'as quand même une envie, une volonté éventuellement d'adhérer au truc. Je pense pas que les gens soient totalement cons en y allant, et c'est pas comme Beau où ça a pris vraiment à revers la plupart des gens, parce que pour le coup, le trailer de Boys of Flood, il est ultra catchy et il donne vraiment envie de voir. Le trailer d'Eddington, c'est pas la même ambiance. Tu sens que c'est un film qui va à Cannes, tu vois. Tu sens que c'est un film qui fait film d'auteur. Donc je pense pas que ce soit tout à fait le même public, et que les déceptions soient... Je pense pas que ce soit placé de la même manière que pour Beau. Ok. Mais bon, après, c'est mon avis de rageuse. Hein, mais... Non, c'est intéressant de parler un peu d'aujourd'hui, de la perception et de l'aura de ce que peuvent être les films à gros budget, entre guillemets, parce que bon, c'est pas non plus... Oui, ou au moins un gros cast. C'est 25 millions quand même, mais gros cast, voilà. Ouais. Gros cast avec un réalisateur identifié. Parce que franchement, même 25 millions, je trouve pas que ce soit si énorme. Non. Pour, encore une fois, un film américain avec un casting assez conséquent qui pourrait prendre un cachet de fou malade. Ouais, ça... C'est dans la norme, enfin... Après, mais du coup, tu vois, est-ce qu'on n'arrive pas à la fin, moi c'est un peu la sensation que j'ai, on épilogue rapidement là-dessus, mais sur cette toute puissance d'A24, tu vois, ce phénomène de hype de A24 qui commence à s'essouffler, j'ai l'impression, comparé il y a quelques années où c'était vraiment un phénomène de société, enfin de cinéphiles et de gens qui s'intéressent un peu au cinéma ou qui aiment les films. Aujourd'hui, A24 ne déplace plus les foules autant qu'avant. Ah ouais? Ah ouais, je trouve. Déjà Boys Afraid, Eddington. Récemment, qu'est-ce qu'ils avaient fait quoi? The Materialist aussi. Avec avec Pedro Pascal, encore une fois. Qui, je crois, pareil, c'est pas très... Non, je crois qu'il est pas très bien. Je l'ai pas vu, mais j'ai pas eu des bons retours non plus dessus. Du coup, voilà. Pareil, il y a eu le fait que A24 ne s'exporte plus. Parce que A24 demande aux diffuseurs, aux distributeurs, des sommes énormes que les distributeurs français ne peuvent pas se permettre. C'est-à-dire que beaucoup de films aujourd'hui d'A24 soit sortent très en retard parce qu'ils peinent à trouver un distributeur à temps, soit sur les plateformes. Mais tu trouves que sans parler de l'industrie vis-à-dire juste du public, tu trouves que la hype n'est plus là? Je pense qu'il y a encore une fanbase et une petite hype, mais plus aussi significative qu'avant. Parce que s'il y a bien un studio que quelqu'un de non cinéphile est capable de citer, c'est celui-là, quoi. Oui, parce que ce studio a eu un impact. Et c'est encore gage relativement de qualité. Même si les derniers ont une déception, mais... Oui, mais peut-être on y sera peut-être dans 2 ans. Mais c'est ça, j'ai ce sentiment que la toute-puissance, entre guillemets, d'un studio qui était à 24 est en train de s'essouffler. Après 10 ans de règne, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est vrai. C'est vrai. Mais parce que peut-être ils sont trop ouverts à... ils se sont trop blockbusterisés, peut-être. Moi, j'ai l'impression que ça... Pour l'instant, mais t'as peut-être raison, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça déplace encore beaucoup les foules. Rien que quand tu vois... Enfin, il y a des edits à 24 sur TikTok, tu vois, de gens qui sont pas cinéphiles, mais juste qui sont en mode... ça, j'aime bien parce que ça me parle, parce que c'est intelligent et ça propose des vrais trucs, tu vois. Mais est-ce que c'est dans ces édits des films qui sont sortis ces 2 ou 3 dernières années? Bah, il y a de tout, hein. Ouais. Il y a de tout. Regarde, il y avait bien... j'avais pas aimé ce film, Everything, Everywhere, All at Once. Ah, c'est à 24, ça? Ouais. Les gens étaient fans de ce film, mais fans. Enfin, ils se déguisent, ils font des Halloween habillés en tenue du film. Alors que c'est pas si bien, en plus. Bah, moi, j'avais pas aimé, et j'avais le même problème avec Eddington, c'était... je comprends pas la motivation, parce que... Après, ça, c'est mon problème, peut-être à moi aussi, c'est que j'ai besoin qu'il y ait une motivation derrière un film. Ça veut dire que... Quand tu veux faire du film qui est un peu auteur, qui est pas juste du divertissement, tu peux pas te cacher derrière un truc de... c'est libre d'interprétation, pour moi. Ok. C'est un peu culotté de faire ça. En fait, on en revient au fait que le surréalisme et l'absurde, généralement, ne vont pas de bon train avec ça. C'est pour ça que Dupieux, je peux plus le voir. Dupieux, ou je sais pas quoi, toi, quel est ton ressenti vis-à-vis d'un cinéaste comme David Lynch, par exemple, qui lui est purement dans du surréalisme, enfin dans l'onirisme pur, une expérience sensorielle. Ouais. Du coup, j'ai quand même quelque chose, tu vois. Je sais que c'est pas avec lui que je vais trouver des réponses à mes questions philosophiques. Au contraire, il va me poser encore plus de questions que je ne suis arrivée dans la pièce, tu vois. Mais il y a une proposition qui est différente, et surtout Lynch, on est quand même sur un réalisateur qui est très
plasticien. Aussi, C'est pas du tout la même démarche. c'est vrai. Il a pas fait que ça dans sa vie. Mhm. Il a fait plein d'autres trucs. Ouais. Donc je le prends pas, c'est pas comparable. Là, moi, je compare à Dupieux dans notre bonne vieille France parce que. Ouais. On Mais est Dupieux pareil, on Dupieux est a ce sur un- côté aussi un peu touche à tout. Ouais, et puis on est sur un gars qui est, je pense, tout aussi cynique que Ari Aster aussi. Ouais, c'est vrai Mais- que mais les deux ont, ouais. les deux ont l'air sacrément. Dupieux a l'air aussi tout aussi misanthrope. Mais tu vois, Dupieux, pour moi, son dernier bon film, c'était Yannick, Mhm. parce qu'il disait un vrai truc dedans. C'était pas du vide. Puis après, j'ai vu Dali et j'ai envie de fuir la pièce, tu vois, parce que je t'aime. Pourquoi le faire? Tu sais, il y a tellement de films dans le monde entier qui sortent par an, et tellement peu d'élus que t'as la chance d'avoir la possibilité de dire des choses. Mhm. Et j'ai l'impression que là, dans Eddington, Harry a voulu dire des trucs, mais après, il a fait un pas de côté, il a fait « Ah, finalement, non. Je vous laisse donner la conclusion. » Bah, si tu me fais 2h30 pour finalement me dire je te donne la conclusion à faire toi-même, je sais pas, Je ça comprends. me plaît pas. Je comprends. Mais cela dit, moi, le débat, il est. Mais c'est bien, c'est Non, bien. mais c'est bien de débattre aussi. Mais moi, j'aime quand un réalisateur me donne pas non plus toutes les clés. C'est pour ça que je n'aime pas Christopher Nolan, par exemple. Oui, moi C'est non parce plus, je que suis pas Nolan giga a fan. tendance à m'insupporter, même s'il il y a des films que j'aime beaucoup de Nolan, mais globalement, c'est un réalisateur que j'aime pas. Parce que c'est quelqu'un qui veut toujours tout m'expliquer. Oui, ouais, non, ça, et qui est c'est- dans ça, la c'est chiant, ouais. surexplication des choses, qui rend souvent le film insupportable. Notamment Inception, c'est insupportable, quoi. Là où ce que j'aime bien, par exemple, là, ce que fait Aster depuis quelques films, c'est que oui, il a un point de vue. Ça, c'est certain. Tout film, toute œuvre a un point de vue. Toute œuvre s'inscrit dans une ère politique, sociologique, tout ce que tu veux. Donc forcément, c'est un point de vue. Mais les clés, il faut les saisir. Et c'est ce que j'en ressens à Eddington. Mais peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce que le film... Non, mais je t'assure, j'aurais bien aimé dans ta position parce que ça me plaît pas de de pas avoir aimé. mais le peut-être film. que quand tu le revisionneras un jour, Ouf, ça va pas être tout de Peut-être. suite. Je suis fâchée pour l'instant. ouais. Et peut-être que bah t'auras une autre lecture ou pas. Peut-être que tu seras en mode, bah Peut-être oui, que c'est ça vraiment de la restera, merde, en ouais. fait. Peut-être. On verra. Voilà. On verra pour son prochain. S'il me ressort la même chose ouais. une troisième fois, par contre. Oui, je suis d'accord on que, va être pas content là. Marcher par cycle de 2 films, en vrai, c'est pas mal. Genre, il y a eu sa cycle, ces deux films un peu horreur, voilà. Les vérités d'horreur, machin, tout ça. Il a eu 2 trucs un peu plus surréalistes, absurdes, etc. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller prochainement, en tout cas. Ouais, moi aussi. Voilà, c'était un plaisir de discuter avec toi, Élise. Ah bah moi aussi. Et toi aussi, Nathan, bien sûr, comme Très d'habitude. contente que vous soyez mon premier podcast. Ah là là, ben, on espère que tu en garderas un bon souvenir. Ah bah oui. Oui. On a fait combien d'heures d'enregistrement là? Et ben, je crois qu'on enregistre depuis 14 heures. On a fait des petites Ouais. pauses, mais Depuis un petit 14h, 14h30, il est 19h40. on est à 5 heures d'enregistrement. Voilà, on a enregistré toutes les émissions d'un coup. On espère que cette rétrospective sur Ari Aster vous a plu, vous a passionné, vous a donné envie de replonger dans sa filmographie, dans ses courts-métrages, dans ses longs-métrages. Voilà, n'hésitez pas à nous dire votre avis sur le bonhomme et sur ses films. Voilà. Suivez-nous un peu partout, sur TikTok, sur Instagram. On revient en force sur Twitter aussi. Et voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, la recette habituelle des outros de podcasts et de vidéos. Sur ce, à bientôt et à la prochaine. Voilà. Bisous. Bisous. Salut.